de fonds qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Avant de rentrer dans le débat, je vous propose de suivre un élément introductif et après on va présenter nos invités et débattre de la question. Comme vous le savez, cette conférence a été convoquée pour permettre à notre organisation de présenter sa stratégie développement sécurité, pour présenter sa vision et présenter le plan d'investissement prioritaire aux partenaires traditionnels, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux ou privés, et même aux partenaires non traditionnels, notamment les fonds souverains et les pays émergents. Le plan d'investissement prioritaire, comme vous le savez, vise 4 axes. L'axe relatif à la sécurité, l'axe relatif à la gouvernance, l'axe relatif aux infrastructures et l'axe relatif au développement humain et à la résilience. Je pense que tous les partenaires ont été sensibles aux préoccupations des 5 pays du G5 Sahel. Donc avant de commencer ces images, je m'en vais vous présenter mes invités. J'ai son Excellence Maman Sambou Sidibé, qui est secrétaire permanent du G5 Sahel. Bonsoir. Bonsoir. Et Mahamadou Samake, expert gouvernance G5 Sahel. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également Mohamed Salem Boukhres, chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir. Bonsoir. Et Mikaël Sidibé, qui est devenu un habitué du plateau, qui est expert infrastructure au G5 Sahel. Bonsoir. Donc la première question s'adresse à son Excellence Maman Sambou Sidibé. La conférence s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Est-ce qu'elle a été, excusez-moi, la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds, les résultats sont-ils à votre expérience? Écoutez, merci d'abord de nous recevoir de nouveau. Je pense que nous avons le devoir d'informer, de communiquer aux Sahéliens, commençant par les Sahéliens de Mauritanie, et à tous ceux qui nous suivent aussi dans les autres pays, parce que nous sommes accompagnés par d'autres confrères vos confrères qui sont venus avec nous. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé aujourd'hui, et même de ce qui s'est passé aussi il y a 2 jours? Le communiqué final qui a été publié aujourd'hui dit clairement, et le président du G5 Sahel, le président du G5 Sahel l'a rappelé, que l'objectif était de mobiliser la communauté internationale pour le financement de notre programme d'investissement prioritaire, qui est l'outil de mise en œuvre de notre stratégie. Ce PIP, comme nous l'appelons, est une grande ambition qui est inscrite dans la durée. N'oublions pas cela. Ce n'est que la première phase, 2019-2021. D'autres phases suivront, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de vos collègues, beaucoup de vos confrères, plusieurs interviews avec les radios internationales, les télévisions internationales et nationales. Et j'ai rappelé que nos États avaient déjà fourni 13% des besoins, donc un peu plus de 200 millions d'euros. Nous recherchions un gap d'environ 1,7 milliard millions. Par rapport à cet objectif, je peux vous dire que nous sommes satisfaits, très satisfaits, car nous sommes allés au-delà des promesses, avec un montant, je crois, d'à peu près 2,2, 2,3, 2,4 milliards d'euros. Deuxième chose, les partenaires ont répondu massivement, ce qui est une première, ce qui est aussi une marque de confiance vis-à-vis du G5 Sahel. Troisième chose essentielle pour moi, Nouakchott a été à la hauteur. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ce qui démontre que le G5 Sahel est une réalité qui se matérialise chaque jour davantage, et cela au service de la sécurité et du développement de nos 5 pays. Maintenant, nous avions conçu 40 projets. Ces 40 projets ont été conçus, discutés par les experts 5 pays. Maintenant, tout cela doit aboutir à
des résultats concrets. C'est à cela qu'on nous attend. C'est à cela que nous serons jugés. Tout n'était pas parfait dans l'organisation. Il y a certainement eu des manquements ici et là. Il y a certainement des choses à améliorer. Mais nous sommes satisfaits et nous devons très sincèrement remercier le président Aziz, le président de la République islamique de Mauritanie. Nous féliciter aussi de l'accueil chaleureux du peuple mauritanien, de l'implication de son gouvernement pour faciliter l'organisation. Très souvent, même lorsque nous sommes allés vers eux à la toute dernière minute, l'effort a été fait pour que nos hôtes repartent satisfaits, pour que les choses se passent bien. Je dirais aussi une chose, de loin, les gens ont l'impression qu'organiser une réunion, monter tout un programme, c'est chose facile. Mais je pense que ça a été possible parce que nous sommes une équipe. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour que je vienne ici avec une équipe, l'expert gouvernance, l'expert infrastructure que vous connaissez, mais aussi l'expert résilience et développement humain qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais aussi, nous avons dans notre équipe un frère, un membre de l'équipe avec qui nous sommes depuis 2-3 jours, du Conseil de la jeunesse. Et je pense que c'est ça aussi le G5 Sahel. Mais ne vous trompez pas, vous savez, en aparté, nos chefs d'État se sont constamment consultés et nous ont passé les orientations qu'il faut à travers nos ministres de tutelle, ministre des Finances et de l'Économie, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, qui travaillent ensemble aussi. Tout ça pour vous montrer que c'est une chaîne, c'est une équipe. Mais en réalité, cette conférence, je m'appesantis un peu là-dessus, a duré presque 48 heures ou plus. Et c'est parti de la journée de la jeunesse. C'est pour ça que notre frère est avec nous aujourd'hui. Mais dès lundi, nous avions officiellement réceptionné le collège de défense du G5 Sahel, du chef d'état-major général de l'armée mauritanienne, qui nous l'a passé au secrétariat permanent, en présence de la présidente du Conseil des ministres et du commandant de la force. Nous avons aussi eu la journée de la jeunesse, qui pour moi était un moment fort, riche en enseignements, et je dois dire que je suis fier de cette jeunesse. Il n'y a pas eu un seul incident. Nous avons vu une jeunesse mobilisée. Il y a eu des ateliers parfois pour jusqu'à 400 personnes, avec des échanges de qualité, sans langue de bois, et les experts vous en parleront. Ce qui me fait dire que nous devons être confiants quant à l'avenir. En tout cas, moi, je sors revigoré que chacun jouera sa partition. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons 2 milliards plus. Nous attendions 1,7 milliard, presque 2 milliards. Donc vous êtes satisfait. Donc la chose est bonne. Monsieur Samaké, puisque vous venez pour la première fois sur ce plateau, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit le secrétaire permanent, et quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour concrétiser tout cela? Merci. Je voudrais effectivement, à la suite du secrétaire permanent, dire que de notre point de vue, cette conférence a été un franc succès. D'ailleurs, notre président l'a dit, le président Issoufou Mahamadou, puisque le besoin de financement, qui était de 1,7 milliard, a été largement dépassé. Bien sûr, nous sommes toujours prudents, puisque nous sommes encore dans les annonces, et c'est ça qui justifie d'ailleurs en partie votre question. Il va falloir que nous nous organisions par la suite, parce que c'est une étape. Il faut s'organiser pour arriver à mobiliser effectivement les fonds qui ont fait l'objet de ces annonces-là. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même faire quelques commentaires par rapport à la conférence. Cette conférence, de mon point de vue, a permis d'asseoir un peu plus la crédibilité de notre organisation. Et j'ose espérer que cela va diminuer aussi le nombre de sceptiques quant à notre détermination à réaliser les objectifs de notre stratégie pour le développement et la sécurité en mettant en œuvre son plan d'action, qu'est le PIP, qui a fait l'objet donc de cette conférence. Il y a une deuxième chose qui me paraît importante, c'est que les annonces ont concerné tous
les axes d'intervention du G5. Parce qu'il y avait un écueil qui nous attendait là. Nos partenaires ont leurs habitudes. Ils ont ce qu'on appelle leur domaine de concentration, les domaines de prédilection dans lesquels ils interviennent. Donc, il pouvait arriver le cas de figure où tel ou tel projet, de tel ou tel axe, n'aurait pas reçu d'intention de la part des partenaires. Cela n'a pas été le cas. Tous les projets de tous les axes ont reçu des intentions de financement. Cet exercice a montré aussi qu'il est possible d'élaborer un programme important à partir d'experts nationaux, c'est-à-dire de façon endogène, depuis l'identification des besoins jusqu'à la conception des projets. Ça, c'est important pour nous. D'ailleurs, beaucoup de nos partenaires ont salué la cohérence des projets qui composent le PIP. Ils ont aussi salué la rigueur qui a conduit à la sélection des projets, ce qui a fait que ce sont des projets qui sont mûrs, qui ont des chances d'être réalisés, qui ont été retenus pour former ces 40 projets du PIP. Et puis, il y a une chose que le secrétaire permanent n'a pas dite, mais c'est que derrière les chiffres, nous avons senti, même ceux qui n'ont pas fait d'annonce, dans les interventions, une forte manifestation de solidarité de tous les partenaires qui sont venus. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi que cette conférence nous donne de bonnes perspectives, dans la mesure où, au-delà des annonces qui ont été faites, certains partenaires nous ont déjà laissé entrevoir la possibilité de mobiliser pour nous le G5, d'autres fonds, dont certains d'ailleurs sont dans les circuits d'approbation pour des projets à venir, étant entendu que nous-mêmes, dans le processus d'élaboration du PIP, nous avons aussi élaboré une base de données, une base de projets. Ces deux éléments combinés font que nous aurons la possibilité de faire d'autres générations de PIP. Et enfin, j'arrive sur votre question. Nous sommes au niveau des annonces. C'est une étape extrêmement importante pour nous qui a été réussie. Nous avons convenu de mettre en place tout un système avec nous-mêmes, avec les partenaires, pour suivre de près les intentions auprès de chacun des partenaires qui a exprimé le souhait de mettre à notre disposition tel ou tel montant. On va donc monter des équipes pour suivre rigoureusement la mise en place jusqu'à faire le montant total, j'allais dire à due concurrence des annonces faites. À partir de ce moment-là, l'étape la plus importante doit commencer pour nous, c'est-à-dire la mise en œuvre de ces 40 projets. Je m'arrête là, à ce stade. Monsieur Mohamed Salim Bakhrès, notre pays a-t-il réussi le défi de l'organisation? Tout à fait. Je vais juste rebondir sur ce que nos collègues du G5 ont dit. De mon point de vue, au-delà de la réussite du rendez-vous de Nouakchott de ce matin, de réussite en termes d'annonce de financement supérieur même aux attentes du G5 Sahel. Au-delà de cette réussite, moi, il y a une position assez importante, c'est plutôt l'adhésion de la communauté internationale à l'adhésion et l'appropriation de la communauté internationale à cette approche de nos 5 chefs d'État du G5 Sahel qui ont rapidement, depuis 2014 à la création du G5, mis en exergue, approche qui consiste à mettre en exergue l'indissociabilité du développement et de la sécurité. Pour le commun des citoyens, le G5 a une connotation purement sécuritaire. Et avec l'événement d'aujourd'hui, il est clair maintenant que le G5 cède la sécurité, mais c'est le développement. Et le développement à travers un plan d'investissement prioritaire, le développement à travers des projets qui ont été conçus par des experts du G5 en collaboration avec les pays du G5. Et donc, ce sont des projets qui sont endogènes
et qui ont été élaborés avec beaucoup d'inclusivité en fait des pays demandeurs. Donc, le deuxième point important qu'il faut mettre aussi en exergue, c'est que généralement, des conférences comme celle-ci, pour chercher des fonds, généralement, ça ne se fait pas en Afrique, ça se fait en Europe. La particularité de cette conférence qui lui donne une connotation très spéciale, c'est que ce sont les donateurs qui se sont déplacés, qui sont venus à Nouakchott et qui ont été reçus à Nouakchott et qui ont fait leurs annonces. Et ça, c'est une particularité qu'il faut saluer et qu'il faut saluer la confiance que la communauté internationale a eue pour cette jeune institution, il faut le répéter, qui a été créée en 2014. Et déjà, beaucoup de choses ont été faites depuis 2014. Beaucoup d'intervenants aujourd'hui de très haut niveau ont mis justement en exergue tout le parcours parcouru par le G5 en si peu de temps. C'est vrai que c'est une réussite, il faut rester prudent, il faut encore redoubler d'efforts pour le G5, mais aujourd'hui avec cette conférence, on sait que le G5, l'approche du G5, l'approche des chefs d'État du G5, c'est l'indissociabilité du développement et de la sécurité. Et aujourd'hui, la communauté internationale a adhéré, elle s'est appropriée cette approche, et ça c'est déjà un très grand pas. Monsieur Sidibé, un habitué du plateau, votre plaidoyer pendant ces jours passés a apporté son fruit. Qu'est-ce que cela vous inspire? Absolument, du point de vue personnel, c'est une satisfaction et également une satisfaction au niveau de toute l'équipe qui a œuvré d'arrache-pied ces derniers mois, ces derniers jours. Et également une satisfaction sur le fait que les partenaires, au-delà de la mobilisation, ont apprécié la qualité du document. Donc ça, c'est quand même à mettre à l'actif, effectivement, de l'équipe technique qui a travaillé, de l'ensemble des acteurs, en fait, qui ont participé à la conception de ce document. C'est vrai, on peut dire nul n'est parfait. L'organisation, on a eu quand même des imperfections. C'est le lieu également peut-être de présenter des excuses pour tout ce qui a été comme manquement. Mais en tout cas, nous sommes satisfaits de l'engagement des partenaires. Et lorsque vous les voyez dans la salle, certains qui, malgré, comme j'ai dit, les petits couacs, tenaient coûte que coûte en fait, à faire des annonces, ça montre que quand même, ils sont engagés à nos côtés. Donc pour nous, vraiment, c'est une grande satisfaction. Et le prochain défi, justement, ça va être ce défi dont mon collègue parlait, de la mobilisation de ces financements. Et nous n'avons pas perdu ça de vue, comme on vous le rappelait hier, on a un mécanisme qui a été élaboré, qui a été partagé avec les partenaires et qui va être activé justement les jours à venir pour pouvoir concrétiser toutes ces annonces-là. Monsieur, son Excellence Maman Sampoussi Dukou, dans votre discours, vous avez parlé de 3 ans pour réaliser ces projets. Est-ce que c'est réalisable? Écoutez, vous avez tantôt posé la question du mécanisme de suivi. Le mécanisme de suivi, nous avons commis cela avec nos partenaires parce que, précisément, nous savons que nous n'avons que 3 ans pour réaliser ce que nous devons faire, nos 40 projets. Nous avons tiré les leçons d'autres tables rondes, la dernière à Bruxelles. Il y a eu des annonces et puis on peine encore à bouger, même si nous sentons des frémissements, même si nous sentons que les choses avancent. Mais il y a encore beaucoup de travail. C'est pour ça que nous avons convenu avec les partenaires d'avoir ce cadre de suivi que nous soumettrons au prochain Conseil des ministres, aux ministres, au mois de février. Et une fois adopté, nous allons avancer de façon résolue parce que, comme je dis, nous n'avons pas 3 ans pour traîner, mais 3 ans pour livrer 40 projets. Nous en sommes conscients. Et nos partenaires aussi, il faut vous référer au communiqué, c'est assez clair là-dessus. Donc maintenant, il faut agir et passer aux actes. Est-ce que c'est réaliste? Nous devons de réaliser cela. C'est un devoir vis-à-vis de nos populations, c'est
nous sommes en ordre de marche. Et si nous restons soudés comme équipe, et nous faisons le travail remarquable qui a été déjà fait, nous continuons dans cette lancée et présentons les choses comme il faut à nos partenaires, il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas. D'ailleurs, nous savons qu'il y a des partenaires en réalité qui sont prêts à débourser des ressources pour y aller. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer le geste de l'Arabie Saoudite qui nous a rappelé que nous sommes dans un nexus sécurité et développement. Ils viennent, dans leur annonce, d'annoncer 50 millions d'euros pour la force conjointe. Je pense que c'est remarquable cela, ça démontre la confiance, mais ça veut dire aussi que nous devons faire en sorte que nos instruments de gestion des fonds soient utilisés. Nous avons un fonds fiduciaire logé à la Banque centrale de Mauritanie. Ce fonds doit être le réceptacle de fonds qui viennent vers nous. Il y a disposition avec certains partenaires qui ne le permettent peut-être pas, mais par exemple dans le cas d'espèces, il faut que cela soit dans ce fonds fiduciaire-là. Et ce fonds fiduciaire est géré, vous le savez, de façon transparente. Il y a un comité consultatif qui a été mis en place, composé d'officiers spécialisés de nos armées, officiers spécialisés en équipement, en transport, en logistique, en finance, qui sont capables de faire cela. Et ce comité, en plus, accueille les partenaires qui voudraient venir voir comment ça se passe, comment la gestion est faite. Moi, je suis simplement un ordonnateur délégué qui signera un chèque lorsque nous aurons le feu vert de la validité de requête de la force conjointe, de la requête validée par ce comité de consultation, de soutien. Il y aura un comité aussi de contrôle composé de partenaires, ceux qui ont donné de l'argent comme ceux qui souhaiteraient suivre et voir ce qui se passe. Donc, c'est réaliste. Parfois, le réalisme tient à la volonté politique aussi de faire marcher les choses. Monsieur Samaké, puisque vous êtes l'expert gouvernance, la place de la gouvernance dans ces 40 projets, si vous pouvez nous parler de ça plus amplement. Merci de me donner l'occasion effectivement d'en parler, parce que je n'ai pas eu la chance de mon collègue qui vous a souvent parlé de ces projets infrastructures. Mais je voulais juste dire quand même un mot sur la dernière question que vous avez évoquée qui a son importance. Est-ce que c'est réalisable? Je dirais que nous, par construction, si nous avons proposé les 40 projets sous cette forme, c'est que c'est réalisable. Mais cette réalisation, sa cadence va dépendre de la vitesse de mobilisation effectivement des fonds. Et à cet égard, on peut quand même dire que le programme d'urgence qui est extrait de ce PIP, pratiquement son financement existe avec un des partenaires très importants. On peut donc penser que mobiliser ces fonds-là prendra relativement peu de temps et qu'on pourrait donc commencer directement par ce programme d'urgence pour qu'il justifie son appellation. Dans la masse des projets, on est à peu près sur 2 milliards d'euros. Vous avez 4 grands projets qui concernent la gouvernance pour un montant total de 90 millions d'euros. Ça peut paraître faible rapporté au montant global, mais si vous réfléchissez en CFA, vous allez vous retrouver avec un minimum de 58 milliards. Dans ces projets-là, vous avez un grand projet d'appui à la justice et à l'état de droit. Je ne vais pas trop développer, mais il s'agit de renforcer la gouvernance dans nos États en jetant les bases ou en renforçant les bases d'une justice qui soit efficace et qui soit plus proche des justiciables et qui défende les droits et les libertés des citoyens. Ça peut paraître de grands mots, mais il s'agira de faire quoi? De construire des infrastructures judiciaires, des palais de justice, des maisons d'arrêt. Vous savez, quelquefois, rien que le surpeuplement carcéral complique le traitement de certains sujets comme le terrorisme. Il s'agira aussi de former des magistrats, et en particulier des magistrats spécialisés dans des questions comme le terrorisme, dans des questions comme la lutte contre la délinquance financière et la corruption. Donc des pôles financiers. Lié à cela, des efforts pour assurer la cohésion sociale, mais il y a surtout un ensemble de projets qui ont trait à la jeunesse, pour des raisons spécifiques. Dans nos populations,
numériquement, c'est la couche la plus importante. Et cette jeunesse a des problèmes spécifiques. Problèmes d'emploi en particulier, qui fait que souvent, ces jeunes-là sont les victimes désignées des groupes terroristes. 3 projets. Le premier que nous avons appelé développement d'initiatives intégrées pour la jeunesse du G5. Je devrais ajouter en ligne de mire de lutte contre l'extrémisme violent, qui comporte 3 composantes. Première composante, c'est une composante de sensibilisation en termes de prévention contre le phénomène, mais cela passe par une meilleure connaissance des facteurs de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ça, c'est la première composante de ce projet-là. Plus on va connaître ce phénomène-là, plus les stratégies que nous allons développer vont être efficaces et adaptées pour lutter contre l'extrémisme violent, pour lutter contre, y compris le terrorisme. Deuxième volet important, c'est précisément faire en sorte que les jeunes du G5 puissent avoir des emplois, trouver des possibilités de création d'emplois dans les filières porteuses. Ça, c'est la deuxième composante. L'étude est réalisée, financée, et le projet lui-même a été chiffré à 200 millions de dollars. Donc, troisième composante pour le projet, ce qu'on appelait, à défaut d'autres mots, la déradicalisation. Déradicalisation, ça veut dire quoi? Les jeunes qui se sont fourvoyés à un moment donné dans ces groupes terroristes, qui ont reconnu que c'était une erreur et qui veulent se réconcilier avec la société, nous devons leur donner la chance d'assurer leur reconversion socio-économique. Voilà les 3 composantes de ce projet extrêmement important, étude complète, qui n'attendait que le financement. Ça veut dire que si le financement est en place, nous pouvons démarrer sa mise en œuvre. Est-ce qu'il est en place? Si le financement est en place, ça veut dire que si les annonces d'aujourd'hui sont suivies des faits, c'est à quoi nous allons nous atteler avec le mécanisme dont nous vous avons parlé, nous pouvons démarrer un tel projet, qui rencontre d'ailleurs l'adhésion de beaucoup de nos partenaires sur ces questions de jeunesse, qui sont des questions extrêmement préoccupantes pour l'ensemble de l'humanité, et pas seulement pour l'Afrique, pas seulement pour les Sahéliens. Monsieur Mohamed Salem, mais j'ai pas fini, hein? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Okay. Il y a, à côté de ce, je vais pas parler du troisième, je parlerai quand même d'un projet extrêmement important. Vous êtes là, vous êtes venu pour communiquer. Vous pouvez la parler stratégie intégrée de la jeunesse du G5. Ce dossier-là, il faut que j'en parle, parce que c'est parti de la volonté des chefs d'État du G5 quand ils se sont réunis en sommet au mois de novembre 2015 à N'Djamena. Les chefs d'État ont instruit au ministre en charge de la jeunesse d'élaborer cette stratégie de la jeunesse du G5. Nous nous sommes mis à la tâche à partir d'une réunion faite à Bamako. Il était avec moi en avril 2016 et nous avons réussi, puisque ce projet-là il va se faire en 3 phases. Première phase, l'aspect conceptuel. Comment définir la stratégie intégrée des jeunes du G5 Sahel à partir des insuffisances que nous avons constatées au niveau des politiques nationales en la matière. Cette partie conceptuelle, elle est terminée. Nous avons appelé le cadre de référence de la stratégie intégrée des jeunes du G5 Sahel. Ce document a été adopté dans un atelier à Bamako au mois de novembre de l'année dernière. Nous arrivons à la deuxième étape, qui consiste à élaborer cette fois-ci un plan d'action qui prenne en charge les problématiques qui ont été identifiées dans le cadre de stratégie, dans le cadre stratégique. Autrement dit, de mettre en place un portefeuille de projets qui prennent en charge les questions des jeunes, en particulier les questions liées à l'emploi. Nous sommes à cette étape, les TDR sont terminés. Nous pensons que janvier et février, nous pouvons achever ce travail-là. Les deux se mettent ensemble, c'est la stratégie avec son plan d'action. Et nous allons passer alors à la 3e phase, et c'est pour cela que c'était extrêmement important pour moi que ce projet figure parmi les 40 projets qui ont été soumis à nos partenaires, puisque nous allons pouvoir passer à la mise en œuvre, alors que s'il n'avait pas été présenté là, il n'aurait pas bénéficié de ces annonces et plus tard des mêmes financements. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop bavard. Et il y a des moments où on a tous envie de parler comme je voulais dire qu'il y a une autre dimension aussi qui relève du portefeuille de M. Samaké, c'est la dimension genre. Parce que quelque part, nous sommes conscients qu'on ne travaille pas en silo ici. Il y a des dimensions qui se croisent. C'est pour ça que nous avons le nexus sécurité-développement. De la même façon,
les infrastructures et la gouvernance doivent se rejoindre. De la même façon, le développement humain et le reste doivent se rejoindre. Je crois qu'il faut aussi que nous gardions ça à l'esprit. Donc avant de vous passer la parole, une courte pause. Des annonces ont été enregistrées de la part des partenaires présents et nous nous réjouissons de ce que la totalité des besoins exprimés dans le PIP, la totalité des besoins disent est couverte par les différentes annonces faites par les partenaires. Vous l'avez noté également, nous avons convenu avec les partenaires de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements pris. Je voudrais renouveler encore une nouvelle fois les remerciements du G5 Sahel et des 5 chefs d'État de notre organisation pour cette mobilisation, pour cette marque de solidarité en faveur du Sahel. Bien sûr, comme vous l'aurez noté, en plus du pilier relatif au développement, l'autre pilier sur lequel nous travaillons porte sur la sécurité, sur notre espace. Merci. Je m'en vais vous présenter M. Kouldjim Guidjo, qui est expert résilience au G5 Sahel. Bonsoir. Bonsoir. Donc ma question s'adresse à vous naturellement. Il a été beaucoup question de résilience. Pourquoi insister sur la résilience? Merci, je voudrais d'abord vous remercier parce que moi également c'est la première fois que je suis sur ce plateau par rapport à mon petit frère Sidibé qui a l'habitude d'être ici. D'abord, avant de revenir à votre question, je voudrais souligner 2 ou 3, voire même 4 choses. La première chose, c'est que le PIP, pour revenir un peu à l'historique du PIP, le premier PIP, nous l'avons élaboré en 2014. Et ce qui est important de souligner, c'est que c'est un travail qui a été fait par les experts des pays du G5 Sahel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'appropriation de ce projet par les pays. Et là, il faut relever qu'en fait, ces projets-là sont conçus sur les priorités nationales qui sont définies dans les politiques et programmes des pays concernés. Donc ces projets, les projets du PIP de façon générale et les 40 projets qui ont été présentés ce matin, effectivement, viennent compléter les actions en cours déjà dans nos pays. Troisième élément, c'est la volonté politique de nos plus hauts dirigeants d'organiser cette conférence. Parce qu'après Niamey, que ce soit le sommet de N'Djamena, le sommet de Bamako et le dernier sommet de Niamey, les chefs d'État ont toujours insisté et instruit le secrétariat permanent du G5 Sahel à organiser cette conférence. Le quatrième élément qui me paraît important, c'est, si vous voulez, le PIP est bâti sur 4 axes qui sont interdépendants. C'est peut-être une première dans, si vous voulez, dans le fondement des politiques stratégies au niveau régional. Donc là, on a 4 axes qui sont interdépendants et qui se complètent. Maintenant, le défi pour nous, après cette conférence, c'est quoi? C'est, comme ça a été dit ici, c'est que nous devons arriver à développer nos capacités pour mobiliser effectivement les fonds qui ont été annoncés ce matin. Deuxièmement, nous devons également faire en sorte que nous puissions arriver à mettre effectivement ces projets-là en œuvre. Développer des mécanismes pour assurer la transparence, la redevabilité avec une forte implication des populations. Et enfin, je pense que je dois relever qu'un fort travail a été fait, de sensibilisation a été fait à l'endroit de nos partenaires. Et ça, je crois qu'il faudrait jeter les fleurs au président de l'exercice, Issoufou, qui n'a jamais raté une seule occasion de pouvoir sensibiliser nos partenaires. Voilà quelques éléments que je voudrais souligner. Maintenant, pour revenir précisément à votre question, je dois dire ceci. Le Sahel, aujourd'hui, quand on parle de Sahel, on
qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est une région des pauvres, la vulnérabilité, les violences, les crimes, ainsi de suite. Mais c'est une région qui regorge énormément de potentialités, dont on n'en parle pas souvent. Et aujourd'hui, cet espace-là, avec les effets du changement climatique, ces ressources sont menacées. Et les conséquences, les populations voient leurs moyens de subsistance, qui sont généralement l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi de suite, sont en perpétuelle dégradation. Conséquence, c'est quoi? C'est les conflits qui peuvent être générés, c'est la migration des populations. Donc, en fait, la résilience a été conçue pour apporter des solutions, créer les conditions pour que ces populations puissent mieux vivre, développer des activités économiques, se fixer dans leur terroir. Voilà, de façon globale, ce qui justifie l'identification de cet axe dans la stratégie pour développer la sécurité du G5 Sahel. Merci. Monsieur Mohamed Salem Bokhrès, comment s'exécutera ces projets du G5 Sahel et comment ils ont été montés? Merci. Bon, les projets du G5 Sahel ont été montés par des experts de ces pays-là. Et ils ont été faits de façon inclusive, parce que, en tout cas pour ce qui est des projets de jeunesse que je connais le mieux, un dialogue dans chaque pays a été conçu. Des représentants de la société civile jeune, garçons et filles, parce que aussi la dimension genre a été prise en considération dans ces politiques. Comme l'a dit Samaké au niveau de la mise en place des axes de la stratégie intégrée de la jeunesse des pays du G5 Sahel, tous ces éléments ont été discutés dans chaque pays et on s'est retrouvé avec des représentants de chaque pays au niveau de la réunion de Bamako, dans laquelle nous avons mis en place, avec tous nos frères et amis des pays du G5, représentants société civile, jeunes filles et garçons. Donc l'avantage, c'est que ces projets, d'abord, proviennent des politiques publiques nationales des pays, mais elles ont été améliorées par un débat endogène au niveau des jeunes. Le troisième point important au niveau de ces projets, c'est que ce sont des projets qui ont été élaborés exclusivement par des gens du G5 Sahel. Donc ce ne sont pas des projets qui sont importés. Au niveau de ces projets, vous savez, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que dans nos pays sahéliens, dans certaines zones de nos pays, il y a une absence de l'autorité régalienne des pays et il y a un manquement cruel des services de base au niveau de certaines zones en matière de scolarisation, en matière d'hydraulique. C'est pourquoi les projets du PIP, on y trouve des projets hydrauliques, des projets de construction d'écoles dans les zones transfrontalières. Tout ça parce que ces populations ont besoin de sentir des États forts, des États dans lesquels des projets d'État de droit existent, le respect des droits de l'homme. Toutes ces composantes ont été prises en compte dans les plans d'investissement prioritaires du G5. Cependant, aujourd'hui, le défi du G5, aujourd'hui, nous avons dépassé une étape cruciale qui est l'étape des annonces. Mais on doit passer à l'étape de la concrétisation des annonces. Mais une autre étape aussi importante reste, tous ces projets ont été, il y a une appropriation des États. Mais au niveau de l'exécution, au niveau de l'opérationnalisation des projets, nous avons l'expérience que tous les projets qui n'ont pas un ancrage institutionnel fort dans les pays restent des projets qui n'ont pas un véritable impact. Donc, avec le G5, il faut qu'on retrouve un mécanisme d'appropriation de ces programmes par les gouvernements,
par les autorités locales, par les autorités déconcentrées, pour que toutes ces actions rentrent dans les actifs des gouvernements. Parce que la recherche du G5, c'est des États forts. Et des États forts, ce sont des États qui s'approprient l'exécution des programmes. Donc, le point fort du G5 dans l'exécution, c'est l'appropriation et l'ancrage institutionnel des programmes au niveau des gouvernements. La rencontre d'aujourd'hui a été précédée par une rencontre pour la jeunesse. Alors justement dans ce sens, pour que la jeunesse s'approprie les projets du G5 Sahel entre autres, est-ce que cela a été le cas? Tout à fait, comme je l'ai dit au début de l'émission, il était très important pour nous d'organiser cette rencontre de mutualisation et d'échange très fructueux et très positif d'un très bon niveau entre les jeunes sahéliens. D'abord pour qu'ils se connaissent, parce qu'il est établi aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution par pays au niveau du G5. Il faut impérativement passer par une mutualisation et des solutions globales. On ne peut pas prétendre aujourd'hui à trouver une solution à la résilience ou au chômage des jeunes par pays. Donc il faut que les jeunes, entre eux, discutent des problèmes qui les concernent. Et aussi, ça a été l'occasion justement de communiquer autour du G5 et autour de la véritable mission du G5, comme je l'ai tantôt dit, que ce n'est pas une institution purement et exclusivement sécuritaire, parce que c'est un peu la connotation que dans le milieu des jeunes, nous avons du G5. Aujourd'hui, avec cette rencontre, avec la conférence d'aujourd'hui, on sait maintenant que le G5 n'est pas exclusivement sécuritaire, mais plutôt une institution de développement et de sécurité. Monsieur Samboussi, du coup, certes, le G5 a franchi des étapes importantes. Comment faire pour pérenniser ces acquis et quelle est l'étape suivante après ces 40 projets et leur réalisation? Écoutez, il y aura d'autres projets, mais je vais dire à la suite de mes collègues ici que ce qui pérennisera ce que nous voulons faire, c'est essentiellement l'appropriation, et d'abord l'appropriation par nos populations de ce qui se fait. Cela reste une affaire de techniciens. Nous aurons de beaux discours, mais nous ne serons pas entrés dans l'action pour le concret. Donc il faut prouver aux populations que le G5 est à leur service. Que le G5 les aide à avoir l'eau sur le terrain. Que le G5 travaillera à ce que leurs enfants aillent à l'école, qu'ils aient les soins de santé. Et comme dit quelqu'un, l'éducation de mon enfant, la santé de mon enfant, ce n'est pas négociable. On est attendu au tournant là-dessus. Donc c'est à nos résultats que nous serons jugés. Et c'est les résultats qui feront que ce sera mieux pérennisé. Parce que ce n'est pas seulement une question de financement. Parce qu'on peut avoir des milliards et ne pas l'utiliser comme il faut. Mais comme on disait Samaké tantôt, et aussi Kouljim, la stratégie a été mise en place et les projets développés pour que ce soit réalisable. Moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose, c'est que la valeur ajoutée du G5 Sahel, notre action, c'est que nous nous concentrons sur des zones frontalières, nous travaillons vers l'intégration de nos pays. Quelqu'un m'a dit ce matin, m'a posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire avec un train ou une compagnie aérienne? C'est encore une vue assez limitée de ce que doit être une organisation comme la nôtre. Parce qu'on croit que nous ne sommes pas capables d'avoir une compagnie aérienne ou que nous ne sommes pas capables ou nous ne devons pas nous préoccuper de train. Mais si nous voulons parler de développement économique, de croissance, nous ne pouvons pas nous contenter de vivoter comme nous le faisons. Nous ne pouvons pas avoir du poisson à ne plus savoir quoi en faire en Mauritanie et ne pas en avoir l'autre bout du pays, enfin de notre zone, au Niger, au Tchad, etc. Il faut trouver des moyens d'échanger. Je suis sûr que M. Kouljim me dira, et le Nigérien aussi, le bétail, il y en a ici, mais il y en a plus de l'autre côté. Le coton, il y en a plus au Mali. Donc il faut aussi créer les conditions d'échange
Et c'est cela qui va faire la différence. C'est cela la valeur ajoutée du G5 Sahel. D'ailleurs, le chef d'État nous avait demandé de très rapidement faire une étude sur les potentialités agricoles, animalières et halieutiques. C'est fait maintenant. Bientôt, nous allons passer à une phase où nous allons voir les possibilités de promouvoir davantage les échanges dans ce domaine-là. Et les échanges passent par les infrastructures. Les échanges passent par plus d'industrialisation, etc., etc. Donc, dépassons un peu ce que nous voyons aujourd'hui sur les papiers et le scepticisme. Nous devons à tout instant mettre en avant sur notre foi, notre conviction que c'est comme cela que nous allons développer le potentiel dont parlait Koulibaly tout à l'heure pour le bien de nos populations. Et c'est cela qui fera la pérennisation. Merci, SP. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais donner un dernier tour de table et c'est à votre convenance. Mon cher monsieur, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous savez, il y a tellement de choses à dire. Vous avez posé une question importante, je voulais revenir là-dessus, une question technique. Vous avez demandé comment les projets sont exécutés dans les pays. Ça, il faut qu'on en parle. Ça va être différent selon les axes. Quand c'est très clair, quand c'est physique comme les infrastructures, il n'y a pas de problème. Un projet qui concerne un réseau ferroviaire, qui concerne un projet, disons, de rail qui concerne par exemple la Mauritanie et le Mali, ça va se passer si c'est moitié-moitié, moitié au Mali, moitié en Mauritanie. Et nous avons, c'est pour ça que je dis il faut en parler, dans chacun de nos pays, les comités nationaux de coordination. Donc quand on va déclencher tout cela, les comités nationaux de coordination seront chargés de suivre chacun le tronçon qui le concerne, dans l'exemple précis que j'ai pris, mais aussi même dans le cadre de la jeunesse, les projets qui auront été identifiés en Mauritanie, au Mali, au Niger, etc. seront suivis par les différents comités nationaux de coordination. Et au niveau du secrétariat permanent, dans le cadre du dispositif de suivi évaluation globale, la coordination va se faire. Maintenant, comment ça va se passer plus tard? C'est un plan triennal. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la conception du plan, nous faisons ce qu'on appelle une programmation glissante. Normalement, tous les ans, nous devrions être amenés à réviser notre PIP. Et ça veut dire qu'on va rajouter certainement de nouveaux projets d'une année sur l'autre. D'autres auront été exécutés puisque les financements vont être là. Par rapport aux jeunes, ce qui s'est passé, la journée des jeunes, on a expliqué pourquoi on l'a faite. Mais il est important de dire qu'il y a eu quand même 4 ateliers. 4 ateliers. Il y a un atelier qui a été modéré par mon ami, il pourra en parler s'il a aussi quelques minutes, sur la résilience. Nous, de notre côté, il y avait un atelier sur les questions de radicalisation, parce que nous avons une cellule de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. C'est le coordinateur qui a modéré. Malheureusement, il n'était pas là, sinon lui travaille beaucoup avec cette personne-là. Il y avait un panel consacré aux femmes, qui était modéré par une personne qui travaille chez nous, qui est notre expert, notre conseillère genre. Et je dis au passage que nous avons aussi une plateforme régionale des femmes du G5 Sahel, qui est aujourd'hui dirigée par une femme du Burkina. Et puis, le 4e atelier a été animé par moi-même, qui a beaucoup intéressé les jeunes sur investir dans les pays du G5 pour promouvoir l'économie et l'emploi des jeunes. Je puis vous dire que c'était extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai reçu des coups de fil de certains jeunes. Ça m'a fait chaud au cœur. Comme vous dites, on n'a pas le temps, on va s'arrêter là, mais je dois corriger une erreur que j'ai faite dans mon enthousiasme tout à l'heure. Le montant que j'ai donné pour mon projet, je l'ai multiplié par 10. Il est de 20 millions d'euros et pas de 200 millions. Je tenais à faire cette correction. Merci. Merci, M. Samaké. Monsieur Koulibaly, si vous avez un dernier mot. Bon, ce que je dois dire très rapidement, ça se résume en 4 points. Le premier point, je voudrais d'abord revenir très rapidement pour compléter la première question. En fait, en 2014, ici à Nouakchott, le chef d'État avait créé le G5, il y avait des priorités qui ont été fixées. Je ne vais pas les citer, mais quelques-unes de ces priorités, c'était le développement des zones à faible densité humaine, la question du changement climatique, la sécurité alimentaire, le pastoralisme et la question du développement humain qui est revenue plusieurs fois ce matin. Donc c'était des priorités qui figurent parmi tant d'autres priorités qui ont été définies par le chef d'État et qui constituent le fondement de la stratégie pour le développement de la sécurité du G5 Sahel. Maintenant, deuxième point, je voudrais revenir sur les projets de résilience qui ont été présentés à la conférence ce matin, très rapidement. Il faut se dire que dans le
PIP initial, nous avons presque 20 projets, mais 4 projets prioritaires ont été retenus pour cette conférence. Il faut se dire que ces projets-là concernent les 5 pays du G5. Aucun pays n'est exclu dans aucun projet. Premier élément. Deuxième élément, ces projets sont des projets qui vont s'exécuter dans les zones transfrontalières. Mon voisin venait de dire tout à l'heure que les problèmes de Sahel aujourd'hui, ça ne peut pas se régler à la dimension d'un seul pays, que ce soit des problèmes de sécurité, des problèmes de développement. Et il faut se dire qu'en ce qui concerne la résilience, le focus, la priorité est mise sur les femmes et les jeunes. Pour des raisons, diverses raisons que je pense que le temps ne nous permet pas de développer. Et le dernier point, très rapidement, quels sont ces projets? Nous avons un premier projet qui est un des grands projets qui concerne la résilience des femmes et des jeunes filles exploitantes agricoles face au changement climatique, qui a un coût de 150 millions de dollars. Très rapidement, l'idée c'est quoi? C'est de créer les conditions pour les femmes et les jeunes de mieux produire, de mieux valoriser leurs produits, d'avoir accès à un certain nombre de facteurs de production, d'avoir accès à des microcrédits pour les activités génératrices de revenus. Ça, c'est de façon caricaturale que se présente ce projet. Un second projet qui met l'accent sur la migration. Donc, en fait, c'est un projet de renforcement de la résilience et de la réduction de la pauvreté des populations mobiles, c'est-à-dire les migrants, et les populations d'accueil. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les jeunes migrants, quand ils arrivent dans un espace donné, qu'ils puissent avoir des conditions de s'intégrer, de bénéficier d'un certain nombre de ressources pour développer des activités et notamment que les populations d'accueil également puissent bénéficier de ces mêmes conditions. Donc c'est un projet qui a un coût de 15 millions de dollars. Un autre projet qui est très important, qui concerne l'éducation des enfants en dehors du système éducatif. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines de nos zones, des enfants, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu aller à l'école à l'âge requis. Vous avez des jeunes de 13 à 14 ans et plus qui n'ont pas pu aller à l'école, mais qui aujourd'hui constituent des groupes à risque, si on tient compte de tout ce qui se passe au Sahel. Donc l'idée, c'est comment faire en sorte que ces jeunes-là puissent avoir également accès à l'éducation, qui est un droit d'ailleurs. Donc ce projet, ça fait 52 millions d'euros, c'est un des projets. Et enfin, nous avons un projet sur le pastoralisme, qui est également un projet important, qui met l'accent sur l'employabilité des jeunes pasteurs, avec le développement des chaînes de valeur, et également sur l'accès des populations pastorales aux services sociaux de base, l'éducation, la santé, l'eau potable, comme tous les autres citoyens de nos pays. Le secrétaire permanent parlait tout à l'heure de l'étude diagnostique que nous avons réalisée, et nous avons fini le rapport. Et très rapidement, cette étude montre clairement que le Sahel, chaque pays a ses potentialités. La Mauritanie a des ressources halieutiques, qui est une potentialité très forte. Le Tchad, c'est l'élevage. Le Mali, c'est l'agriculture, la production du riz. Et le Burkina. Donc, en fait, nous allons arriver à développer un projet régional qui va, de sécurité alimentaire, qui sera basé sur nos propres produits. Ce ne sont pas des produits qu'on va importer, mais qu'on pourrait échanger entre les États, que le poisson mauritanien se retrouve au Tchad. Voilà. Merci. Vous allez donner aux autres une minute. Merci beaucoup. Moi, je me réjouis à l'écoute de mes collègues qu'on est arrivé quand même au point où la distance entre le sécuritaire et le développement se rétrécit de plus en plus. Et ça, c'est quand même l'un des axes principaux quand même du G5. Et donc, je m'en réjouis. Le deuxième point important, c'est que dans ces projets, il y a beaucoup de projets de jeunesse et de projets qui concernent la culture, parce qu'il est important de parler de ces projets culturels, parce que le meilleur vaccin, la meilleure immunité des populations contre tout extrémisme, qu'il soit religieux, ethnique ou racial, c'est l'ancrage culturel des populations. Donc, dans certains projets au G5, on a mis l'accent sur des projets culturels qui mettent en exergue l'importance de la culture des populations, parce que plus les populations ont un meilleur ancrage dans leur culture, moins elles sont exposées
au risque de l'extrémisme de tout genre. Donc, merci. Et les derniers mots pour son Excellence Mamadou Sambou Sidiko. Oui, merci. Je voulais simplement vous remercier d'abord pour cette série d'entretiens avec le secrétaire permanent du G5 Sahel. J'espère que nous allons continuer. J'espère surtout que les autres volets, et on parlait du genre, se retrouveront sur ce plateau. Nous sommes tous des hommes ici. C'est déjà une anomalie, ça, alors que nous avons une équipe qui n'est pas seulement mâle, entre guillemets. Donc il faut que cette dimension soit... Nous aimerions aussi que vous ayez les jeunes sur les plateaux. Les femmes et les jeunes. Indispensable. Mais aussi que nos populations soient entendues. Le moment venu, sur la base de ce que nous ferons, il faut qu'on les entende. Il faut qu'elles disent ce qu'elles pensent de ce que nous faisons. Enfin, je voulais dire que nous avons tous tendance, lorsque nous faisons de la communication, à parler pour l'extérieur. Nous devons nous recentrer un peu sur nos populations. Nous devons faire en sorte de capter les meilleures façons de faire entendre la voix de nos populations. Qu'est-ce que nous allons faire? Créer des radios locales peut-être, ou avoir des localisations au niveau de la communication. Il faut en tout cas être créatif dans ce domaine-là, parce que sinon, nous allons concocter des choses dans les laboratoires, nous allons avoir des échecs peut-être sur le terrain, peut-être des réussites, mais nous n'entendrons pas les bénéficiaires. Et ça, il y a toujours quelque chose qui fait défaut ou qui manque lorsque vous parlez de cela. Et je ne veux pas revenir à nos proverbes traditionnels. Tout à l'heure, nous parlions de culture, mais c'est souvent ça qu'on nous dit. Exactement. Vous voulez faire mon bonheur à ma place sans m'écouter, sans m'entendre. Il faut un effort dans ce domaine-là. Être préoccupé évidemment de ce que l'extérieur pense, parce que c'est des partenaires, mais recentrons-nous davantage sur ce que nos populations disent, pensent, comment elles vivent les choses. Donc refaisons la communication de proximité. C'est pour ça que j'étais heureux que des journalistes de 4 autres pays se soient joints à nous ici, avec vous, pour que nous fassions cette communication, comme on l'a fait l'autre jour sur ce plateau. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons une bonne conférence. Je pense que nous devons nous féliciter tous de cela, remercier de nouveau nos autorités qui sont toujours derrière nous, qui poussent, qui ont leurs exigences, c'est évident, parce que nous devons être comptables de ce que nous faisons devant eux. Mais c'est un encouragement de voir que nous sommes suivis de cette façon et encouragés. Merci beaucoup et merci encore une fois de nous recevoir ici. Merci également à vous. Je rappelle que j'étais avec son Excellence M. Maman Sambou Sidiko, qui est secrétaire permanent du G5 Sahel. Merci. Mamadou Samaké, expert gouvernance G5 Sahel. Merci. Mohamed Salem Boukhres, chargé de mission au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci. Et Kouljim Guidjo, expert résilience. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à l'équipe technique et au revoir.